Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto. Et là, il se passe toujours la même idée. Ouais. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Ouais. Pour la faction focus destinée à la death, c'est-à-dire à l'amour. Comme on l'a déjà dit sur d'autres vidéos pour présenter les Faction Focus, aujourd'hui on va s'attaquer à la mort. La mort était au centre de l'intrigue de la V2, puisqu'on était rentré dans l'ère de la guerre des âmes, les âmes étant une ressource majeure. Historiquement, quand quelqu'un mourait, malheureusement pas son âme, il partait à la mort. Ensuite, justement, quasiment l'intégralité des dieux ont voulu justement les récupérer pour pouvoir notamment reforger des Stormcast et ainsi de suite. Nagash, pas content, a fait un nécroséisme, a foutu le bordel. Il s'est fait booter par Teclis à la fin justement de la deuxième édition. Là, certes, on est dans l'ère de la destruction, on a déjà fait une vidéo là-dessus. On va donc parler de la death, de Nagash, comme à chaque fois on parle au début du dieu, puisque c'est lui qui va en général porter cette allégeance. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur la death et sur Nagash? Alors après, Nagash, on va faire un bon focus dessus, déjà parce que comme on l'avait fait pour Archaon, c'est quand même un personnage qui est emblématique, qui a suffisamment de règles pour mériter son petit focus à lui, et parce qu'il est jouable dans deux allégeances, les Ossiarch Bone Reaper et les Soulblight Gravelord. Alors les Soulblight Gravelord, on va pas trop en parler là, on vous invite à aller voir la review du Battle Tom. Voilà. Par contre, on va faire un plus gros focus effectivement sur les Ossiarch. Ils ne se jouent pas du tout de la même manière en Soulblight, donc on en reparlera dans la review du Battle Tom Soulblight, qui se joue en Ossiarch. C'est totalement différent, parce qu'il y en a un, il a accès aux aptitudes intrinsèques des Ossiarch, et l'autre, il a accès aux traits de commandement génériques, aux aptitudes d'ordre générique de tout le monde. Voilà. Nagash, c'est 970 points, donc c'est quand même un sacré budget, parce que c'est la moitié de votre armée. Donc il n'est pas jouable en dessous de 2000, déjà. Il n'est pas jouable en dessous de... À 1000 points, il ne rentre pas. Il n'y a pas deux lignes à 15 points Non, mais pour boucler le budget. Mais à 1500, il n'est pas légal non plus. Voilà. C'est clairement un dieu et ça se voit. Alors, heureusement, il a été raté direct par rapport à avant. C'est-à-dire qu'il peut lancer 8 sorts avec à plein potentiel. Mais encore une fois, on est dans le royaume de Gur, donc c'est un monstre, il sera à plein potentiel quand il aura envie d'être au corps à corps. Sur sa phase magique, quand il a plein potentiel, il peut lancer 8 spells avec plus 3 pour caster et dissiper. Donc autant dire qu'en termes de magie, il est minable tout le monde. Fais attention, pas tout le monde. Si, même Croc et Teclis, quasiment, il est minable. Voilà. Parce que même les spells auto à 10 de Teclis, tu les dissipes sur un 8 quand même. Donc au bout d'un moment, tu finis par dissiper un certain nombre de choses quand même. Et sa grosse particularité, c'est qu'il peut lancer Arcane Bolt aussi souvent qu'il a envie de le faire. Et avant, il pouvait lancer Bouclier Mystique aussi souvent qu'il a envie de le faire. Ça a été fac instant par Games pour éviter le plus 8 en save qui n'aurait pas forcément été rigolo. A noter, je le dis maintenant parce que j'oublierai après, que Arcane, qui n'est plus jouable qu'en Ossiarch, lui n'est pas fac sur Bouclier Mystique. Donc il peut toujours relancer 3. À garder en tête quand on reparlera du fait Petrifex, c'est encore plus tanky que ça l'était avant, à l'époque où je râlais fort dessus. Voilà. Mais Nagash en lui-même, c'est globalement un ou deux spells que vous allez lancer, la petite main de poussière si vous avez envie de la tenter, parce que c'est toujours rigolo de one-shot un Kragnos si ça passe ou ce genre de choses. Un petit Endless Spell, parce que le portail par exemple, et après c'est... Je précise que la main de poussière, c'est très simple en fait. Si le sort passe, vous allez demander à votre ami, partenaire de jeu, ennemi, quelque part, de choisir justement une main. Et s'il choisit la fausse, c'est très important, ça a été faqué, il faut faire ce mouvement-là. C'est-à-dire que choisis une main. Je sens la connerie arriver, voilà. Je veux choisir juste pour ça. Et donc ça slane, instant, la figurine. Donc c'est un sort qui se lance à 3 pouces, donc au corps à corps, mais entre l'aptitude de commandement d'arcane qui augmente la portée du sort de 6, ou classiquement l'Umbral Spell Portal, vous le lancez quand même assez loin, sur des tables plus petites, ça va devenir compliqué de se protéger de ça. Après c'est une chance sur deux, Kragnos peut l'éviter avec son bouclier, Archaon peut l'éviter avec l'armure de Morkai, etc. Une fois qu'il a fini de faire Mumuse, alors en Soulblight, il va peut-être te mettre un petit -1 pour toucher, en Ossiarch, qui va générer un ou des 3 points de discipline inflexible, et après on arrête les blagues, Arcane Bolt, Arcane Bolt, Arcane Bolt, Arcane Bolt, Arcane Bolt, donc il s'en jette 4 ou 5 dessus, minimum, peut-être parfois même vous avez envie d'en lancer 8. On se rappelle que l'Arcane Bolt, ça fait des petites sphères d'énergie autour de vous, que vous les gardez, que vous les claquez au début d'une phase, pour faire une blessure mortelle à une unité à 12 pouces, ou des 3 blessures mortelles à une unité qui serait à 3 pouces de vous. Donc vous lancez 6 Arcane Bolt, vous foncez au corps à corps, vous lâchez les 6 Arcane Bolt, vous mettez statistiquement 12 blessures mortelles cash. J'aime autant te dire que c'est autre chose que ce que tu as fait à la 30e minute de la review sur les sorts persistants. C'était Achille. Je balance pas, c'était Achille. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc combiné à une ligne d'attaque qui est quand même vraiment très correct, avec des attaques reine -2 dégâts 3, avec une attaque reine -3 dégâts des 6, une capacité de tir et un tanking qui est très correct. Ça fait un personnage qui est, en termes de létalité pure,
combiné avec les dégâts générés par l'Arcane Bolt, le fait que c'est un monstre qui peut faire un piétinement, etc., au-dessus de Kragnos et d'Archaon. Au-dessus d'Archaon, c'était ma question. Au-dessus d'Archaon, justement ça. à la différence près que Archaon sur un double 6 magique, il te tue. Ouais, donc Archaon sur un double 6 magique tue Nagash. Voilà. Alors que Nagash, pour passer la main de poussière sur Archaon, c'est une chance sur 2 que tire mon doigt, et une chance sur 2 pour passer l'armure de Morkai, c'est une chance sur 4, sachant qu'il va pas te laisser 50 opportunités de le balancer, ton spell. Donc le match-up des deux titans est gagné par Archaon contre Nagash, et également par Kragnos contre Nagash, parce qu'entre sa save à 2 et son bouclier qui va absorber tous les Arcane Bolt, c'est Kragnos qui va fracasser Nagash. Mais en dehors de ça, il peut à peu près tuer n'importe quel autre gros monstre du jeu, avec un mix d'attaques à très grosse reine, alors encore plus s'il est en élite Petrifex, si on joue en Ossiarch, où là il passe à reine -3, voire reine -4, t'as quand même intérêt à stacker beaucoup de bonus défensifs pour absorber de la reine -4. Et de toute manière, toutes les blessures mortelles qu'il va te mettre à côté de ça. Voilà. Donc en termes de létalité, il vaut ses points. Est-ce que, justement, en termes de points, il vaut d'être mis dans une liste? Parce que valoir sa létalité, c'est une chose. On l'a dit tout à l'heure, Archaon est extraordinaire parce que Archaon, c'est très difficile de l'alimenter. Est-ce que finalement Nagash n'est pas plus difficile à alimenter qu'un Archaon et donc finalement tu peux décider de gérer ce qui est à côté parce que c'est aussi de la death et pas justement du chaos? En termes de tanking pur, Nagash est un petit peu en dessous d'Archaon parce que lui n'a qu'une ward à 4 contre les blessures mortelles. Protection, d'accord. Voilà. Après, en Elite Petrifex, depuis le rework lié à la fac, le 3e rework de l'Elite Petrifex, il empire l'arène de 1, donc il dégrade l'arène des attaques de 1, ce qui sur lui est meilleur qu'un plus 1 en sauvegarde. Parce que de toute manière, il peut se mettre tellement de protection entre les boucliers mystiques, Finest Tower ou la Out Defense que tu n'aurais pas eu besoin d'un plus 1 supplémentaire. Par contre, le fait de dégrader encore l'arène de 1... En fait, tu vas te mettre un bouclier mystique gratos. Tu es en save à 2 tout le temps. Exactement. En fait, c'est surtout que ça va conditionner le fait de ne pas avoir à utiliser les autres. Non, mais lui, tu es en save à 2 tout le temps. Même quasiment contre de la reine -3, tu es en save à 2. Il faut aller chercher de la reine -4 pour commencer à le baisser. Et son aptitude de commandement n'a pas changé. Il relance toujours les 1 en sauvegarde. Donc tu te retrouves avec à peu près le même tanking qu'Archaon, avec save à 2, relance les 1, feel no pain à 4. Voilà. C'est Nagash, donc il se soigne comme une brute. Surtout en Ossiarch où il soigne les PV 3 par 3. Donc c'est un peu le même principe qu'à l'Ariel, si tu le laisses à 2 ou 3 PV, tu pleures, parce que s'il rejoue, il se remet quasiment full. Ce qui est quand même assez frustrant. Après, en Ossiarch, en Soul Blight, il connaît tous les spells. Il a quand même accès à des domaines de magie qui sont assez cool. En Soul Blight, on va parler quand même d'un trick qui est assez mignon, qui est la protection de Nagash. Protection de Nagash est un sort qui se lance, qui te donne un Feel No Pain à 5. Voilà. Enfin, une ward à 5. Sachant qu'il a également une ward à 4, et que comme c'est un mort-vivant, il a une ward à 6. Donc quand tu as 3 wards, tu choisis la ward que tu utilises. Voilà. Donc dans ce cas, on va utiliser la ward à 6. La protection de Nagash te dit que quand tu subis une blessure à la fin d'une phase, tu te téléportes. Donc concrètement, ce que tu fais, c'est que tu vas invoquer l'un des spells le moins cher de la Terre, la Burning Head, qui vaut 20 points. Tu vas te le mettre dans la tronche, tu vas te faire des 3 BM, tu vas prier pour pas faire de 6 sur les BM que tu te mets, tu te téléportes à 9 de l'adversaire. Voilà. Donc en fait, T1, t'as Nagash qui se téléporte à 9 de toi. C'est quand même problématique d'avoir un truc aussi fort parce que il est beaucoup plus compliqué à bloquer qu'Archaon. Parce que les projectiles magiques, il peut te les balancer au début de n'importe quelle phase. Donc il peut se désengager et charger indirectement, parce qu'à la phase de charge, il ne sera plus engagé grâce aux 12 mortels. Voilà, il peut se désengager. Voire 18 d'ailleurs. Voilà, il peut se désengager à n'importe quel moment en fait. Les Arcane Balls se stackent. 16 mortels ou 24. Les Arcane Balls se stackent jusqu'au début de ta prochaine phase des héros. Donc tu peux très bien ne pas les claquer si tu sais que tu vas éclater le cordon avec tes attaques de base. Tu peux les garder, l'adversaire va te charger, tu vas lui mettre à sa phase des héros à lui. Enfin, la gestion de tous ces Arcane Bolts est quand même très touchy et le rend vraiment compliqué à gérer. Donc vous avez un type qui ne meurt quasiment jamais, qui synergise extrêmement bien votre armée parce que ça fait aussi la relance des 1 à la touche, qui a pratiquement disparu. Donc il fait reroll touche 1 pour toucher et pour la sauvegarde à l'intégralité de votre armée. Donc encore une fois, en élite Petrifex, c'est hyper fort. Donc quelque part, il vaut ses 970 points. Parce qu'il a une létalité monstrueuse, un excellent tanking, et encore une fois, héros, monstre, sorcier. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il est sympa en soirée? Je sais pas s'il est sympa en soirée, mais sur la table de jeu, t'as vraiment l'impression d'affronter un dieu. En fait, il fait à peu près le même effet qu'Archaon. Alors, il coûte plus cher qu'Archaon, voilà. Il coûte peut-être encore une fois un peu trop cher, mais si vous décidez de le sortir, les points investis ne sont jamais perdus. Voilà. Gérer Nagash, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Archaon, on peut le gérer à la tueuse des rois. Moratti va le bloquer un peu, mais lui, il est sûr qu'il va lui enlever des PV à chaque fois. En stackant bien ses Arcane Bolts, il peut même être sûr, même sans taper dessus, d'enlever les 3 à ton tour et au mien, en les lâchant les uns après les autres au bon moment. Franchement, il est très très fort. Voilà. Yes, ça nous permet d'enchaîner, puisqu'en fait, intégrer Nagash veut dire clairement qu'il te reste 1030 points dans ta liste. On va enchaîner avec les Ossiarch Bone Reaper, avec et sans Nagash. Les Ossiarch qui ont fait quand même pas mal de bruit sur Internet au moment de la V3, puisque on se disait, ouais, mais attends, eux, ils n'ont pas toutes les nouvelles aptitudes génériques de commandement et ainsi de suite. Quid, justement, de ces fameux points
Qu'est-ce que tu peux dire donc sur eux, leur allégeance finalement, qu'est-ce qu'elle fait? En quoi ils sont si différents d'une armée standard? Donc ça pourrait justement séduire aussi des joueurs par rapport à la Death. Qu'est-ce que tu peux dire sur Alors eux? en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas de points de commandement, ils ont des points de discipline inflexibles. Ils les génèrent pratiquement de la même manière. C'est-à-dire, vous jouez en deuxième, vous avez 2 points de discipline inflexible. Votre général est en vie, vous récupérez un point de discipline inflexible. À noter que eux, ils jettent un dé pour chaque unité de leur armée. Et sur un 6, ils vont régénérer un point de discipline inflexible. Si je dis pas de bêtises, en plus, je crois que c'est à chaque phase de héros. Donc la nôtre et celle de l'adversaire. Dans tous les cas, combiné avec le sort qui leur en donne D3, ils ont plus de points de discipline inflexible que de points de commandement dans les autres armées. Et j'ai fait suffisamment de parties pour être sûr de ce fait-là. Ils ont statistiquement 1 ou 2 points de plus de discipline. Ils ont statistiquement 1 ou 2 points de plus de discipline inflexible que les autres au point de commandement. Donc déjà, il n'y a pas de raison de pleurer par rapport à ça. Après, on va comparer les aptitudes auxquelles ça leur donne accès par rapport aux aptitudes génériques. Et eux, ils ont un pool d'aptitudes qui leur est propre, qui est certes moins fort que le pool générique, parce qu'ils n'ont pas de relance de charge, parce qu'ils n'ont pas de course automatique à 6, parce qu'ils n'ont pas de redéploiement, parce qu'ils n'ont pas d'overwatch, parce qu'ils n'ont pas de plus 1 pour toucher. Mais ils ont un plus 1 en mouvement, ils ont un plus 3 en mouvement, ils ont un plus d'attaque. Ouais. Maintenant, à côté de ça, on va quand même pas pleurer. T'as une relance des sauvegardes sur l'unité emblématique du Mortec Guard qui est redevenue aussi tanky qu'elle l'était à l'époque où ça faisait couler le sang, sauf contre les unités qui ne saturent pas, parce qu'au lieu d'avoir plus 1 en sauvegarde, elle empire l'arène de 2-1. Donc en fait, dès que tu te fais taper par une unité qui a rien de moins 1, tu reviens à ce que tu étais en Petrifex avant. Donc c'est quand même extrêmement fort. Ou alors, tu as ton plus 3 en mouvement, ou alors tu as plus une attaque avec Lys Cavalos, ou alors tu as moins 1 en rend. Aujourd'hui, ça commence à devenir vraiment impactant d'avoir moins 1 en rend. Donc tu te retrouves toujours avec une infanterie qui est le Mortec Guard, qui a une sauvegarde à 4, ignorant la rend moins 1, empirant la rend, capable de relancer sa sauvegarde, capable de générer des 6 explosifs, capable d'être rend moins 2. Enfin, très honnêtement, certes, leur pool est moins fort que le pool générique, mais à côté de ça, je ne cracherai pas sur ces aptitudes-là dans beaucoup d'autres armées. Il y a moins de fiabilisateurs. La course à 6, c'est un peu gênant, maintenant sur des tables plus petites. Et puis, qui a été nerf. Maintenant, c'est tu maintenant, jettes ton dé. Maintenant, c'est tu décides de sacrifier ton dé. Par contre, c'est vrai que le craquage du double 1 à la charge, t'es niqué. Alors, t'es niqué, sauf quand t'as une bannière, parce que la bannière, c'est plus 1 à la charge. Donc, effectivement, les Morghast Archive, par exemple, ils font double 1, ils pleurent. Arcane fait double 1, ou Nagash fait double 1, ils pleurent très très fort. Par contre, les unités de Mortec ou de Cavalos, mais ils font double 1, ils chargent à 3 comme tout le monde. Voilà. Donc au final, c'est un tout petit peu moins fort, mais c'est très très loin de rendre l'armée mauvaise. J'ai testé beaucoup contre Osiark, et honnêtement, t'as l'impression de revivre le tanking de l'Osiark de la grande époque, quoi. Alors après, tout le reste fait plus mal. Donc t'as moins l'impression de t'écraser dans un mur. Mais pour l'instant, ce qu'on disait tout à l'heure, Arcane n'est pas fac. Donc Arcane peut toujours balancer 3 Mystic Shield par tour. Donc tu le prends et il le fait. Orphéon Catacross a baissé en points. Donc en Morten Praetoris, t'as toujours le plus en sauvegarde globale sur toute l'armée. L'élite Petrifex, donc maintenant empire la reine de 1. T'as quand même envie, je pense, de jouer Nagash dans cette armée-là. Donc tu te retrouves avec des Mortec, par exemple, qui ont save à 4, ignorent la reine moins 1, relancent leur save de 1 et relancent tout au corps à corps, qui se ressuscitent quand même à l'appel. On rappelle tous les mécanismes de ressusciter les unités 3 par 3. Et justement, l'harmonisation aussi par rapport à certaines frustrations, notamment sur les décors. T'en avais beaucoup parlé sur les idonettes. Là, est-ce que le décor se place dans ton territoire? Auquel cas, la bulle dans laquelle il ne faut pas rentrer est aussi plus lisible pour l'adversaire? Alors, il se place chez toi. Maintenant, ça fait partie des 2 décors avec la pyramide serre à fond, faut pas déconner, ou si jamais tu peux pas le placer, tu vires un décor et tu le places. C'est les seuls décors qui ont cette règle-là. Les autres, si tu peux pas les placer, tant pis pour toi. Eux, si tu peux pas les placer, tu vires le décor et tu les mets. Logiquement, c'est des sanctuaires anciens, ils étaient là avant. Voilà, c'est la justification fluff. Il est un tout petit peu moins fort. Maintenant, comme les tables sont un petit peu plus petites, tu rentres aussi plus facilement dans les bulles. C'est vrai. Voilà. Ils n'ont pas non plus subi une énorme augmentation de leur coût en points. Très honnêtement, l'armée est aussi bonne que ce qu'elle était avant. Alors, le méta a changé, donc c'est plus God tier comme quand ils sont sortis, mais c'est meilleur que c'était il y a quelques mois. Ils sont meilleurs en V3 avec les nouvelles règles qu'ils l'étaient avant. Le bouclier mystique sur des Mortec, tu te retrouves quand même avec des gars qui dégradent ta rend. Et qui ont quand même une sauvegarde. Et qui ont quand même une sauvegarde avec plus 1 ou ce genre de choses. Arcane est quand même très bon, Orphéon Catacross c'est bon. Il y a des unités qui ont un petit peu souffert, c'est-à-dire que typiquement la catapulte qui faisait quand même très peur avant est moins méta aujourd'hui. Elle est toujours aussi forte entre guillemets, mais elle est quand même moins méta. La perte des bataillons, notamment du Mortal Chic Corp, leur fait un petit peu mal. Mais ils rentrent très bien dans le régiment One Drop. Donc au final, tu peux continuer à jouer des armées. Typiquement, Arcane Nagash, 3x5 cavaliers ou des Mortex, ce genre de choses. T'as peu de fixes sur la table, mais elles sont toutes extrêmement impactantes. Les Cavalos restent une très bonne unité, très mobile, tapant fort. Quand tu as soit Arcane, soit Nagash, soit les deux, tu les heals quand même de 6 points de vie par tour, donc le temps de te débarrasser de tous ces gars-là, quand même, ça remonte.
C'est une armée qui joue plus en MSU maintenant que 120 Mortec comme ça jouait avant, et honnêtement c'est pas plus mal, et qui a quand même accès à des figurines qui sont extrêmement fortes. Encore une fois, Nagash se place vraiment dans le podium des Qu'est-ce unités que les tu plus peux nous fortes. dire justement en fait sur le fait que maintenant qu'il n'y a plus de Battle Tom Legion of Nagash, quid justement des anciennes unités de la mort qui sont jouables côté justement Osiark, qui faisaient pas rêver avant. Par exemple, des Morghast. Alors effectivement, les Morghast, comme Arcane, maintenant Arcane n'est plus en Soulblight, donc il n'est plus jouable qu'en Osiark. Les Morghast, t'as toujours les Archas et les Harbingers, donc il y en a un qui est toujours mauvais. L'autre, ceux qui chargent à 3d6, mine de rien, c'est quand même une unité qui est à Rennes-2 dégâts 3, qui charge à 3d6 et qui est éligible à une charge à 18, qui a 6 points de vie, donc qui compte pour 2 sur les figurines, et qui n'a pas augmenté en points. Donc encore une fois, en élite Petrifex, ils peuvent passer à Rennes-3. Donc Rennes-3, dégâts 3, ça commence quand même à ouvrir bien l'adversaire. Et même si tu n'en joues que 2, tu te retrouves avec 4 figurines sur l'objectif. Donc mine de rien, ça compensé à leur létalité, ça veut dire qu'ils peuvent reprendre un objectif, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc c'est une unité qui n'est pas exceptionnelle en soi, mais c'est pas déconnant de les jouer. Honnêtement, s'il te reste 200 points, ils valent le même prix que un chevalier. Alors ça peut plus être des lignes, mais très honnêtement, en soi, ils sont jouables. Le Gothizzar Harvester reste toujours jouable si tu es un peu à l'ancienne et que tu as décidé de jouer un pack de 30 Mortec et de te poser sur un objet et de dire celui-là il est à moi, vous le reverrez jamais. Effectivement, celui-là il est à vous, l'autre le reverra pas. Tu le supprimeras à T3. Voilà. Oui, bah c'est ça, tu le supprimeras à T3 si tu joues pas en premier. Mais il est un peu moins violent que ce qu'il était avant, déjà parce que lui il a été fac, etc. Donc tu ne peux plus relever que les gars à 3 pouces de lui, que la cohésion d'unité rend quand même un peu plus compliqué les lignes de Mortec, même si ils sont sur des socles de 25. Et si tu as envie de mettre 30 Mortec comme ça, tu as toujours le droit de le faire. Bon courage pour les déplacer, mais avec une réglette de poker. Mais tu as toujours le droit de le faire. Mais honnêtement, les Osiark, j'ai vu effectivement couler beaucoup d'encre et de ouin mon armée elle est morte. Je suis pas d'accord. C'est avant la fac. Voilà. Parce que mine de rien, ils n'ont pas accès aux mêmes aptitudes que les autres. Mais à une époque, ils étaient très contents de dire ah j'ai plein d'aptitudes, je m'en fous des génériques. Maintenant que les génériques sont devenus meilleurs, forcément, c'est le retour de bâton. Ah j'ai pas accès aux génériques. Ouais, mais mine de rien, relance des saves, -1 en sauvegarde, ce genre de choses, ça reste quand même des aptitudes qui en soi sont fortes. Mais alors, justement, finalement, la seule customisation qu'ils ont au même titre que les autres armées, c'est les triomphes. Que tu écris sur ta liste, Ouais. et qui, encore une fois, on le rappelle, à partir du moment où on a moins de points que son adversaire au sein d'une liste, on pourra justement l'utiliser. Tu irais chercher quoi en Osiark? Alors j'irai chercher, je pense, l'immune braverie, parce que c'est très important d'Osiark. Voilà. Donc à noter aussi qu'ils sont tous immune braverie, hein, ce qui reste très fort. Tu as deux options. Tu as le seul relance de charge possible accessible à l'armée, vu que tu n'as pas le point de commandement. Et tu as le plus 1 pour blesser, qui est quand même toujours assez sympathique. Mais Un roll des charges, je pense. Quand même. honnêtement, aujourd'hui, l'armée se jouait avant, c'était vraiment des phalanges et des légions de squelettes. Si c'est ça le gameplay qui motivait les gens à aller jouer sur Osiark, je pense qu'ils vont être un peu déçus parce que c'est plus le gameplay Osiark. Aujourd'hui, tu as envie de jouer Nagash, et si tu n'as pas envie de mettre la moitié de ton armée dans une seule figue, tu as quand même des moyens de compenser un peu ça avec par exemple le duo Orphéon Catacross et Arcane. Voilà. Qui sont à 2, à peu près à 1000 points aussi, et qui te font un petit Nagash. Voilà. Encore une fois, c'est des monstres, c'est des sorciers, c'est des héros, ils peuvent aller prendre les points, etc. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même une armée qui n'a pas trop de difficulté à scorer ses secondaires et ses tertiaires. Donc c'est quand même assez appréciable. Et très honnêtement, pour l'avoir affronté, Nagash, c'est une énorme menace. Voilà. Donc il a augmenté par rapport à avant, mais avant il était délirant par rapport à son coup en point. Tu te disais, ok, il peut lancer des Arcane Bolts, mais bon. Aujourd'hui, l'Arcane Bolt, c'est pas le même qu'avant. Il est beaucoup plus fort et il T'imagines que le gars, il a une variance de 8 à 24 BM, quoi. Et puis quand tu as honnêtement un Nagash qui t'arrive dans la tête T1, donc soit avec le combo un peu qui se coule dont on a parlé tout à l'heure, soit simplement en bougeant, parce qu'il lui aussi est éligible au plus 3 mouvements des Osiark, et qui t'arrive juste devant toi, c'est quand même une énorme menace qui n'est pas facile à gérer, qu'il faut quasiment one-shot, sinon le mec va se soigner énormément. C'est complexe, et encore une fois, les Cavalos sont des très bonnes unités de projection, rapides, tanky, capables de nettoyer les gardiens de but. Enfin, tu as quand même beaucoup de choses à faire, encore une fois, pour un Battle Tom qui n'a pas tant d'entrée que ça. Le réhub de Petrifex les remet clairement, comme ils ont été placés par Facehammer, un peu au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc c'est une armée qui représente dignement la mort. Alors on va passer très rapidement sur Soulblight. Alors évidemment on fera une review du Battle Tom, donc on en parlera plus. Pour parler de Nagash en Soulblight, il y a un vrai choix entre Nagash en OB avec tout ce qu'on a dit avant, ou Nagash en Soulblight, où là il a accès au point de commandement, et donc il peut se mettre tout ce qu'on veut, des plus 1 pour toucher, des plus 1 pour blesser, etc. Avec un domaine de sort qui est quand même légèrement en dessous, qui est plus basé sur les debuffs, mais aujourd'hui les debuffs sont moins impactants que ce qu'il était avant, et il se soigne moins bien en Soulblight qu'en Osiark. Je pense que si vous voulez jouer Nagash, il est meilleur en Osiark, sachant que il n'a pas tant de concurrence que ça en termes de ce que vous allez rentrer dans vos demi-points. En Soulblight,
On en reparlera, mais les Mortars, que ce soit Neferata ou Manfred, sont excellents. Laokawa est excellente. Vordai est une pépite. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On a peut-être moins les points pour rentrer Nagash, qui synergise mal avec les allégeances de Soulblight qu'on verra la prochaine fois. Yes, Soulblight, on va faire un vrai focus sur le Battle Tom Review, mais où est-ce que ça se place au niveau méta? Ça veut dire quels sont les gameplays? Et ça veut dire quelles sont l'échelle de puissance de l'armée au début de cette V3. Alors aujourd'hui, elle a été estimée par Facehammer comme étant l'armée de l'Hadès qui est la plus haute. Ils l'ont mis en top 1. Voilà. Donc c'est-à-dire juste en dessous du God Tier et par exemple au même niveau que Seraphon ou Idonet. Quand tu vois les aptitudes de commandement, par exemple dans Trône de Sabbat, plus un touche, plus un bless, plus un save. Non, je t'ai plus. Je pense que voilà, en termes d'aptitude de co, c'est la meilleure de tout le jeu. Quand tu vois les profils de Vordra et les capacités d'une Neferata ou d'un Manfred, l'armée se situe quand même assez haut parce que c'est pareil, en fait, elle coche toutes les cases de la V3. Gros perso sorcier monstre, énormément de résilience, de la très bonne cavalerie, voire de l'excellente cavalerie avec les Blood Knights qui sont quand même vraiment très très bons. C'est mérité, je suis d'accord. Déjà parce qu'ils sont passés de 90 balles les 5 à 45. Et que maintenant ils sont pas en fine case dégueulasse. C'est ça. Voilà. Parce que c'est la première fois qu'on voit quand même des figurines qui baissent en prix. Ouais, et puis les nouveaux modèles sont quand même super. Après, t'as quand même Ils font moins mal dans l'introduction d'adversaire, comme d'hab. un gros travail sur le fluff qui a été fait, parce que ce soit la dynastie Vengori ou les dynasties Virkos, t'as un fluff qui est excellent. Enfin, tu joues, c'est des films d'horreur, quoi. Tu vois vraiment les loups-garous de tous les côtés. C'est vrai, en fait, Ça, c'est le super. fluff, en fait, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un putain de taf, Ah comme oui, tu oui, viens de c'est le dire. un très bon boulot. Le Battle Tom est magnifique. Il y a des gameplays qui sont différents, une range de produits qui sont très différents les uns avec les autres, et ça se traduit par le gameplay, par le fluff, et aussi par l'ambiance anxiogène quand on jouait sur la table. Et puis ça, c'est génial. ils t'ont tout refait, quoi. Ils t'ont refait les zombies, ils t'ont refait les squelettes, ils t'ont refait les Fellbats, à part les gardes des cryptes et les cavaliers noirs. Alors sans gros spoiler, les cavaliers noirs c'est très très mauvais. Le garde des cryptes c'est très fort par contre. Qui sont les, entre guillemets les entrées les plus vieillissantes. Mais le squelette et le zombie ils commençaient vraiment à dater. Les nouveaux ils sont super. Toute la gamme est folle. Honnêtement, toute la gamme est folle. Et ils ont tout ce qu'il faut. T'as les Fellbats pour avoir des redirecteurs. On n'a pas parlé des Stormcans, mais les Airwings, c'est quand même toujours la bonne petite unité chiante. La Fellbat fait quasiment la même chose. Et t'as certains, encore une fois, les Mortars et Vordrai, c'est des très très gros personnages. Voilà, qui t'imposent vraiment une empreinte sur leur légion, le style de jeu. Tu peux jouer de la masse, tu peux jouer de la cave, tu peux jouer du gros perso. Ont une histoire. Ah, Tu joues oui, des dieux. C'est comme Nagash, Ah, tu ouais. laisses sur la table, le mec, t'as lu des bouquins sur lui, t'as regardé des campagnes sur ce qu'il avait fait, le gars. Ouais, c'est Et là, tu le joues. C'est le, ultra jouissif. le Battle Tom, alors, on a pris le temps de le digérer, c'est aussi pour ça que la sortie s'est un peu fait attendre. Et puis on voulait terminer le début du lancement de la V3 avant de passer là-dessus. Mais c'est un Battle Tom qu'on va avoir énormément de plaisir à faire parce qu'il est exceptionnel. Voilà. En termes d'ADN, en termes de cohésion, je parle pas en termes de puissance. Hein. Il fait vraiment kiffer. Tous les joueurs d'Est. En termes de puissance aussi. Hein, et en termes de puissance, on va pas se mentir, il est vraiment très haut. Aujourd'hui, c'est le représentant de la DES, le plus haut dans le classement que Facehammer a fait. Mais je suis assez d'accord avec ça. Mais les Ossiarchs sont pas tellement en dessous. Voilà. Après, c'était la digression qui est partie de Nagash. Je pense que Nagash est meilleur en Ossiarch qu'en Soulblight. On continue dans la DES avec les Fek, les Flèche Eater courtes. C'est ni plus ni moins que la Bretonnie revisitée, enfin non, qui a vieilli. C'est ça, ils ont mal vieilli, voilà. Ouais, ça vieillit. C'est une armée déjà qui avait surpris tout le monde parce qu'elle était ressortie très vite au sein de la V2 avec un beau Battle Tom, avec peu d'entrées, en tout cas une gamme de figurines qui paraissait vieillissante, mais quand on les a dépoussiérées, on s'est rendu compte que le plastique était beau, que les figurines avaient un charisme de ouf, que c'était à la fois facile à peindre, mais qu'il y avait un résultat qui était tout de suite claquant pour ce genre d'entrée, et qu'à côté de ça, c'est un Battle Tom qui proposait 3 gameplays différents. C'est ça, et ça n'a pas changé à ce niveau-là. Alors, évidemment, le gameplay horde, basé sur des hordes de ghouls en Moorgaunt, et en dessous aujourd'hui en V3, parce que la V3 ne t'emmène pas là-dessus, il était quand même aussi basé sur la multiplicité des aptitudes de commandement que tu donnais à tes différents packs de ghouls que tu ne peux plus faire aujourd'hui, un ordre ne pouvant être donné qu'une seule fois à une phase. Par contre, concrètement, on va pas se mentir que les rois ghouls sur Terrorgeist, héros, monstres, sorciers... Ce qui était justement le deuxième type, où on jouait Voilà. encore une fois 4 gros monstres. La Crystal Gore, alors t'as peut-être pas envie de jouer 4 gros monstres aujourd'hui, parce que tu ne peux les buffer que un par un, mais ils ont pris tous les buffs de la Terre. Les mecs ils comptent pour 5, ils tapent toujours à plein potentiel, ils ont des tableaux qui sont très dégressifs, donc ils sont à plein potentiel, ils vont taper quand ils vont mourir. T'as 2 moyens de les faire taper à plein potentiel, parce qu'ils ont un sort dans leur domaine pour être à plein potentiel. Si en plus tu le rates, t'as encore le point de commandement. Le Terrorgeist est quand même un très gros générateur de blessures mortelles sur son râtelier de croc, relançable encore une fois, qui va te faire directement 6 blessures mortelles sur des 6 à la touche. Tu peux monter à 7 attaques sur le râtelier de croc. Lui, il te déverrouille des Kragnos. Hein. Peut-être une des rares unités qui peut te one-shot un géant. Hein. Encore une fois, il peut taper 2 fois. Le garçon, alors lui, tu n'auras pas Archaon parce qu'il va relancer les 6 du râtelier. Mais c'est juste pour ça en fait. Sans l'œil de Cheyenne, Archaon il saute direct. C'est une unité qui est extrêmement létale et qui a gagné tous les bonus. Il va compter pour 5. Enfin, honnêtement. Les 2 autres gameplays, donc l'Holomourne basé sur les grosses ghouls, les horreurs des cryptes,
très tanky, très défensive, ça se joue encore. Je pense que c'est pas exceptionnel. Je pense que c'est des gens qui jouent en V2, en V3. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont les figues, parce qu'ils ont aussi pas encore fait cette migration de mindset sur les objectifs. Par contre, la Blister Skin, donc basée sur les Crypt Flayers, alors ils ont perdu le bataillon emblématique qui était la Death March, qui faisait quand même du bien. Mais même sans ça, t'as quand même une téléportation, des doubles moves. Enfin, t'as tout ce que tu veux pour que ce soit hyper savonnette et quand même, mine de rien, très létal, parce que les Flayers font vraiment mal. Et le mec ne pourra pas se buffer aussi à toutes les phases. C'est-à-dire qu'en fait là, c'est basé sur le tir. Ouais. C'est-à-dire que derrière, si t'as gros papa qui débarque en face de cac, le gars va devoir choisir aussi où est-ce qu'il met ses buffs de tanking. Ouais. Et c'est ça, on est d'accord, c'est par phase. Hein. Ouais, c'est ça, c'est par phase. Ouais. Et contrairement à la Crystal Gore, où effectivement tu as envie de jouer 2 ou 3 Ghoul King sur Terror Gas, mais tu ne pourras en optimiser réellement qu'un seul, la Blister Skin va opposer d'autres menaces et tu auras quand même ton Ghoul King parce que tu joueras un Flash Hitter systématiquement avec un Ghoul King sur Terror Gas, il est tellement fort qu'il est obligatoire. Ils sont un peu en dessous des Soulblade quand même, mais ils ont très bien fait la transition V2, V3 parce qu'encore une fois, ils cochent toutes les cases, ils peuvent gérer les monstres d'en face, ils en ont eux-mêmes des très bons, des mobiles, avec une bonne létalité de base et une bonne létalité avec des blessures mortelles. Ils ont toujours des wards qui vont bien. Et puis c'est des gars sympas. Honnêtement, puis c'est des gars Moi, sympas. à chaque déménagement, ils sont venus à l'heure. Ah ouais. Ça, Ce qui n'arrive pas à beaucoup de monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc très honnêtement, c'est une armée V2 clairement, qui a fait une très bonne transition à la V3, ce qui est malheureusement pas le cas de la dernière entrée qui nous reste à voir, qui eux ne cochent aucune case. On va parler des Nighthood. Je leur manque même de respect, tu vois, quand je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'eux. Donc, armée emblématique parce que nouvelle faction présentée dans la V2 d'Age of Sigmar, mise dans la boîte de base qui était la guerre des âmes. Pour la faire très light, au niveau de la raptitude d'allégeance, ce sont des figurines qui sont dites éthérées, ce sont donc des fantômes qui ne bénéficient jamais d'amélioration au niveau de leur sauvegarde, que ce soit en positif ou en négatif. C'est devenu un défaut. Alors, c'était déjà entre guillemets un défaut dépendamment de son adversaire, puisque c'est ce qu'on disait quand on justement les classait, c'est-à-dire que finalement, quand tu jouais contre une armée qui avait de la grosse reine, tu disais bah c'est cool parce que ce prix que je paye indirectement en points, bah sur toi il n'est pas si cher payé, et à côté de ça, si je joue contre une armée de saturation, bah ce prix est trop cher payé parce que tu n'as pas de reine. Donc finalement cette règle je la paye trop cher, je vais peut-être manquer un petit peu d'impact. Autre chose aussi, c'était le fait qu'à partir du moment où on fait une charge à 10+, en charge de mouvement, on va taper à la phase de charge avant de taper justement à la phase de combat. C'est grosso modo leurs aptitudes d'allégeance, plus justement aussi le fait de pouvoir faire rip-up des unités qui sont invocables. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Si on démêle un petit peu la pelote justement de ce qui fait qu'une armée est bonne, des bons monstres, ils en ont pas. Personnages sorciers. Ouais, alors les monstres ils en ont aucun. Il y a le Mongul de Forge World, mais déjà il s'est fait nerf, c'était une des meilleures figurines de la V1, il a passé son temps à se faire nerf, maintenant il est très mauvais. Puis il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes. Très important. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de Nightone qui ont des jambes hein, quand tu regardes. Hein. Voilà. Même aucun. Le carrosse a des roues, mais c'est tout. Mais non, mais c'est triste pour cette armée le seul moyen d'avoir un monstre, c'est de prendre un de tes sorciers pour le transformer en monstre. T'as quand même très peu de sorciers capables de lancer plusieurs sorts. Les bataillons, les bataillons, essayer de les sauver en mettant des règles très très fortes sur leurs bataillons. Limite, c'était la rustine au forceps pour dire les Nighthounds ne sont pas morts. Regardez, sous allégeance, bataillon hyper bon. Tu peux plus jouer des bataillons. Ce qui fait que leurs personnages, qui sont indispensables pour le gameplay de l'armée, sont redevenus hyper fragiles. Donc des All-Hinder que tu protégeais à grand renfort de garde du corps qui absorbaient les blessures, c'est terminé. Donc All-Hinder va se refaire déglinguer par n'importe quoi. Rekienor va se refaire déglinguer. Ne plus pouvoir augmenter ta sauvegarde, c'est un nerf aujourd'hui. Enfin, éthéré, c'est devenu un défaut. Avant, tu avais quand même le bouclier mystique pour relancer les 1. Maintenant, on est repassé au bouclier mystique de la V1 qui donne plus en sauvegarde, donc ils n'en bénéficient pas. Très honnêtement, les War Scrolls sont quand même un peu vieillissants. Alors, le nouveau Krulgast Excruciator, là, qui est sorti dans le Broken Ring, il casse pas 3 pattes à un canard, même si la figurine est assez folle. C'est dommage pour une gamme qui est entièrement nouvelle. J'ai vraiment essayé de les sauver. C'est très compliqué de les jouer parce que le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas gérer les monstres en face. Ils ont très peu de BM. Ils n'ont pas tant de saturation que ça non plus. Ils coûtent beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils font. C'est parce qu'ils payent, comme tu dis, l'éthéré, mais ils le payent pour rien en fait, parce qu'ils devraient coûter moins cher parce qu'ils sont éthérés. Et maintenant, ils peuvent plus protéger leur personnage. Pour justifier, excuse-moi ce que tu dis, en gros, encore une fois, comme on l'a dit, il est très facile de se donner un maximum de +1 à la save. Donc, éthéré, finalement, par rapport à ça, est trop cher payé, parce qu'en fait, ils payent le fait de ne pas diminuer leur sauvegarde, mais aujourd'hui, comme tu le dis, c'est facile d'avoir tout le temps le +1. Ah ouais. Et finalement, même +2, +3, mais de toujours arriver par excès de rend à toujours +1. Tu essaies de sauver ta All-Hinder, donc tu vas lui faire bouclier mystique sur elle-même, all-out defense, finest tower une fois par partie pour avoir ton +3 en sauvegarde. Non, ça marche pas sur elle. Elle va rester à sauvegarde à 4.
sans aucune relance potentielle, parce qu'elle peut même plus se mettre Vu dans la un ancien, létalité d'en face, un ancien même en Boussinici, MSU, elle va se faire pulvériser. avec ses 7 ou 8 PV, 7 PV, là je crois, elle va se faire exploser par n'importe quoi. Voilà, et elle coûte toujours un bras. Voilà. Donc Eric Enor, c'est pareil, il valent un bras. Donc tu peux essayer de les sauver en rajoutant des endless spells dans tous les sens, les endless spells qui sont vraiment très forts, mais ils ont même pas de bonus D'accord. particulier Juste pour le lancement de pour sort. les personnes, ok, c'est un fait. Aujourd'hui, C'est à dommage. armes égales, ils vont être en dessous parce que les mécanismes de la V3 les a exclus. Ouais. Maintenant, ils les ont exclus dans une optique de défense. Or, on l'avait présenté sur le premier Faction Focus, on avait parlé vraiment du méta global avec l'Order. On va avoir aujourd'hui une méta qui est verse qui tank. Ouais. Il coûte trop cher pour swarmer la map. Ouais. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas les sauver avec l'effet inverse? C'est-à-dire de se dire, bah tu sais quoi, finalement, je vais faire l'attaque totale. Donc je vais avoir plus 1 pour toucher. Tant pis, j'aurai pas le plus 1 à la save, mais j'aurai le plus 1 pour toucher. Bah non. Tant pis, j'aurai peut-être sur un gros ton, même si on n'a pas vraiment le plus 1 pour blesser. Tu peux aller te chercher des plus 1 pour toucher, mais au final, ça suffit pas en fait. Ils valent toujours trop cher par rapport à la létalité qu'ils ont. Ils ont pratiquement aucune source fiable de génération de blessures mortelles. C'est vraiment compliqué. Alors, il y a quelques effets qui se coulent. Le carrosse noir est passé totem, donc il peut donner des ordres un peu plus loin. Tu as toujours une bonne capacité de projection, mais ce qui les a achevés au final, c'est la disparition de Légion of Nagash et des fausses communes. Parce que C'est vrai qu'on jouait même plus. là, les voilà, tu jouais pas Night jouait Hunt, les unités tu jouais summonable. les unités Night Hunt Ouais. invocables en Légion of Nagash. Ouais. Et aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Ils peuvent pas rentrer en coalition dans Soul Blight. Donc ils se retrouvent tout seuls enfermés dans leur Battle Tome. Je crois qu'ils peuvent quasiment pas prendre d'alliés non plus. Donc t'as même pas de moyen de les sauver un peu à droite à gauche. Il n'y a pas un Gotrek ou un Kregnos. Ils peuvent pas jouer Nagash. Ils auraient pu jouer Nagash. T'aurais pu te dire, ok, Nagash est tellement fort en lui-même. Et pour le coup, t'es en sauvegarde à 4 reroll. Voilà, Tu vois, que je peux créer mon unité autour. Et puis Nagash va m'apporter la relance des 1 sur mes sauvegardes à 4, etc. Là, aujourd'hui, c'est vraiment l'armée à première lecture, un peu avec les bêtes du chaos, qui apparaît comme très nettement en dessous, parce que ce que tu as dit, c'est parfaitement ça, exclu de tous les mécanismes V3. Ils galèrent pour faire du scoring. T'imagines que chaque tour, il faut que tu utilises un de tes rares lancements de sorts pour te transformer en monstre, pour essayer d'aller chercher les points. T'as quand même aucun truc monstrueux, tes héros sont en carton-pâte, tu peux pas les emmener au corps à corps. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour eux, c'est dommage. Pour une armée qui est entièrement neuve, qui a quand même un certain nombre d'entrées, mine de rien, avec plein de petits personnages exclusifs qui sont sortis à droite à gauche, c'est un peu triste. Eux, il leur faut une vraie refonte. C'est-à-dire, il leur faut pas une baisse des coups en points comme cela. Non, il leur faut un battle. monstre, il leur faut un behemoth. Voilà, il leur faut un Béga Behemoth, il leur faut un Battle Tome, il leur faut des nouvelles Et allégeances. d'ailleurs, justement, est-ce que la réponse n'est pas, de façon extraordinaire, Son of Behemoth, avec le mec avec la cagoule, qui est justement jouable en death? Alors, honnêtement, oui, là, je pense qu'il faut le prendre. Voilà, c'est-à-dire que clairement, Non, mais c'est intéressant. Non, mais aussi. clairement, on n'a jamais parlé justement t'as parfaitement de cette raison, mais capacité d'allier des Son of le Behemoth. coup des mercenaires, ouais, c'est-à-dire l'aptitude dont tu t'es jamais servi avant, là, oui, Il ne clairement. coûtera que pour 1, donc en malheureusement plus- il est niqué, mais quand même. En plus, c'est le Gatekeeper, donc c'est quand même le meilleur Meilleur, des bien trois, sûr. intrinsèquement sorti des allégeances, c'est le meilleur des trois en termes de létalité, et pour le coup, lui, ça va être un monstre. Voilà. Donc effectivement, je pense que tu es obligé de le sortir maintenant quasiment systématiquement. C'est quand même dommage d'avoir ce palliatif, mais tu as raison, il existe, je l'ai pas pensé. Voilà. C'est peut-être comme ça qu'on va sauver un peu les Night Hunt. Voilà. Donc oui, clairement. Voilà. Après, tu le peins en tout éthéré, tu dis que c'est un géant qui est mort et qui a été réanimé. On a fait le tour de l'Hadès, encore une fois. Alors, modulo les Night Hunt, mais peut-être à tester avec un géant, peut-être que ça va être un aimant à tirer que tu vas pouvoir. Mais peu Le d'espoir. géant leur fait du bien quand même. Oui, le géant leur fait Ouais. du bien, mais le géant ne compte que pour 1. Oui, Enfin, ne compte que pour 5 en l'occurrence, Ouais, parce ouais. qu'il a plus de 4. C'est déjà ça. Donc vraiment, à voir. Mais ce qui est génial, c'est que tu as quand même mis quasiment sur le même pied Fek, Soul Blight et Ozyrk. Et c'est juste, Mais- encore mais une fois, c'est l'écart est- trop bien. Enfin, ouais. je pense à des Mila, je pense à des Sam de Squigard, c'est des gars qui aiment la death. Ouais. Et en fait, ces mecs-là peuvent partir sur une collection Ah oui. ultra large et kiffer leur vie. Ah oui, ça c'est sûr. Non, mais en plus, la death, c'est pareil. En fait, c'est un peu comme la destruction. Dans chaque faction, à part les Night Hunt, t'as un gros monstre. Voilà. Et des bons gros monstres qui sont jouables. Le Seigneur Vampire sur Dragon Zombie, le Roi Ghoul sur Terrorgeist, Nagash, Orphéon Catacross, Arcane. Voilà, c'est des personnages qui sont parfaitement jouables. Et tous les mecs ultra emblématiques, les Neferata, les Manfred, ils sont jouables, ils ont des aptitudes et une ADN vraiment bien dans leur armée. Et franchement, c'est une grosse réussite, la death. Yes. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement présenter cette Faction Focus, qui est la dernière. Voilà, c'est terminé. Salut à West. On se revoit en V4 bâtard. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement faire ces Faction Focus d'ailleurs. On espère clairement que vous les avez aimés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. Si vous voulez supporter French War Game Studio en nous aidant financièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. C'est important. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.